Le talk show vous est présenté par la Caisse d'épargne CEPAC. Caisse d'épargne CEPAC, vous être utile. Salut à tous, et oui, c'est la trêve, mais on se retrouve pour un talk show spécial Réservoir. Vous avez été nombreux à suivre la première saison de Réservoir où on s'intéressait à la formation à l'Olympique de Marseille et plus particulièrement l'équipe réserve qui évolue en CFA. On vous en remercie. Et pour finir cette première saison, on fait un peu comme dans les émissions de télé, on finit avec un plateau et on a convié sur ce plateau Jean-Luc Cassini, le directeur du centre de formation de l'OM, et David Lefrappeur, l'entraîneur de cette équipe de CFA qu'on a suivi tout au long de l'année. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Face à vous, on a pris, parce qu'ils représentent un peu le centre de formation du Phocéen, nos deux pépites qui sont sortis de la première Talk Academy et qui surtout suivent tout ce qui se passe dans les équipes de jeunes, qui regardent les matchs des U3, des U5, ils n'hésitent pas. Ils sont, des U-maternité aussi, ça nous arrive. C'est très important. Kevin Kribisch et Bastien Cordoliani, bonsoir messieurs. Merci. Salut à tous. Aussi d'avoir honoré le rendez-vous, d'avoir écourté vos vacances au Guatemala français, qui est bien sûr la Corse. Pour être avec nous, on va revenir tout d'abord sur cette finale de Coupe Gambardella, puisque c'était l'événement du week-end, bien plus que cette finale en GPSG, hein, on va pas se mentir. Une finale qui est perdue au final pour l'Olympique de Marseille au tir au but, mais c'est quand même la première finale en Coupe Gambardella depuis 1979. C'est aussi un peu ce qu'on peut retenir. Est-ce que, Jean-Luc, première question, est-ce que en tant que directeur du centre, c'était déjà une belle performance et que seule une large défaite contre Montpellier aurait, entre guillemets, gâché l'épopée? Bon, bien sûr que la performance est exceptionnelle, ce qu'ont fait les gamins depuis le début, depuis leur premier match de qualification. C'est vraiment quelque chose, nous coachs, responsables, on n'était pas préparés à une telle chose, un tel événement. Mais voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel encore une fois et de mérité aussi. On voit le parcours qui s'affiche avec notamment une victoire contre Le Havre. C'était un peu l'épouvantail de la compétition. On sait que ce qui concerne les U19, Le Havre, le PSG, ce sont quand même des énormes viviers. Et c'est très compliqué de jouer contre eux. Bastien, toi, tu as suivi tous ces matchs en streaming. À partir de Béziers, je les ai tous vus. Pour moi, il y a une tournante, c'est Crua, où l'OM fait un match catastrophique. On s'en sort grâce à Swan qui sort un penalty à la 88e minute. Et ensuite, alors, Swan Bezic, ton petit copain à la ville, on le rappelle. Donc, il sort un tir au but. Et je pense que ça a été fédérateur parce qu'à partir de là, on a fait des matchs. Alors à Nantes, je nous ai trouvé remarquables. Je pense que c'est le meilleur match des U19 même de la saison, de ce que j'ai vu en tout cas personnellement. Alors, rappelons aussi les conditions sur ce match à Nantes. C'était quand même à la Beaujoire, avec un public quand même nantais. L'OM jouait à la même heure, ce qui fait que pour les supporters olympiens, on pouvait compter quasiment sur personne. Enfin, c'était des conditions. Le match était très compliqué, accueil du bus et compagnie, parce que c'était pas que supporters dans le stade. Et dans le contenu, je parle, c'est le meilleur match que j'ai vu faire des U19 cette année. Ils ont dominé le match de bout en bout, ils auraient pu plier la partie avant. Donc oui, un parcours remarquable. Et puis, alors vous allez peut-être me dire ce que vous en pensez, mais moi par exemple, pour moi il y a des images qui trompent pas. Quand je vois qu'au Stade de France il y a vous deux, donc Olivier Januzzi, Ibrahim Rachidi qui entraîne l'équipe 2 des U17 et qui a fait quelques piges en CFA en défense, il y avait Pancho aussi qui est monté, il y avait tout un groupe d'éducateurs. On a senti vraiment que ça avait fédéré tout un centre, cette Coupe Gambardella. C'était pas que l'histoire des U19. Alors peut-être que vous allez me dire non, c'est normal, on se dépasse tous ensemble, mais nous de l'extérieur en tout cas c'est ce qu'on a ressenti. C'est normal ça, David, qui était avant à Valenciennes, c'est aussi comme ça que ça se passe dans tous les clubs, où là il y a une belle bande de copains aussi au niveau des éducateurs? Non, ça se passe aussi comme ça dans certains clubs. Après, sur la politique qui avait été menée par Jean-Luc, il était important que... Alors déjà, en l'occurrence, moi, je sois sur le banc, puisque c'était les 3/4 des joueurs évoluent avec moi les week-ends. Après, chaque joueur ou chaque éducateur a posé quelque chose sur l'enfant. Donc forcément, ça rend encore un peu plus complice la performance des uns et des autres.
Mais c'est vrai qu'il y a une équipe très soudée dans le travail. C'est pas facile parce qu'on travaille dans des conditions difficiles. En tous les cas, quand on a pris le chantier. Donc c'est vrai que c'est... Aujourd'hui, le fait d'avoir tout le monde autour de soi, c'est bien, parce que ça montre l'engouement et l'intérêt que pouvait avoir cette Coupe Gambardella, mais c'est pas que la Gambardella, parce que que ce soit dans le quotidien ou dans les matchs du week-end, quand on peut être là, à travers nos équipes, on est là, quoi. Kevin, sur cette équipe de Gambardella, exercice très compliqué. On sait que on n'imagine pas derrière que les 11 joueurs passent pro, ceux qui ont fait ce beau parcours. On le voit même que la fameuse épopée des minots, l'équipe, alors que l'OM avait besoin de puiser dans son centre de formation pour s'en sortir, c'est pas les 11 joueurs de la Gambardella qui sont passés pro. On sait que concerne que quelques éléments. Est-ce que toi, sur cette finale, tu as vu des joueurs que tu te dis, tiens, c'est la première pierre d'un parcours qu'on reverra longtemps? Je pense évidemment à Roca qui s'est bien illustré jusqu'à sa sortie. C'est bien que tu en parles. C'est vrai que c'est un joueur qu'on a parlé nous sur le plateau du Phocéen régulièrement, Christopher Roca. Malheureusement, vous voyez la compo. Malheureusement pour lui, je crois que c'est un joueur qui a pas mal de petits problèmes physiques. Peut-être que ça changera par la suite. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler, à voir par là. Mais en tout cas, les qualités intrinsèques du footballeur, il les a. Je pense que c'est un joueur très intéressant. Mais son penchant à droite, Ali Mohamed aussi, a fait une belle finale. Je trouve que les deux pistons dans les couloirs ont été intéressants dans leur montée, dans leur activité. Cette équipe sur la finale... Réellement, est-ce qu'il y a un joueur qui ressort cette finale? Non, je pense que c'est plutôt un bloc équipe. C'est pour ça qu'ils ont réussi à aller jusqu'en finale. On se rend compte qu'ils n'ont pas non plus un buteur qui a fini la compétition avec 10 ou 15 buts en Gambardella. Bon, ce qui paraît énorme aussi, mais je veux dire, c'est plutôt un collectif solide à la base. Vous savez, autour de Camara, qui est un peu le joueur du centre de formation qu'on parle le plus. Il y a Bezic, comme disait Bastien aussi, qui a sorti quand même des arrêts importants, il est allé dans les séances de penalty. Moi, les deux joueurs dans les couloirs m'ont vraiment intéressé cette finale. Je trouve que comparé à Montpellier, qui est vraiment resté bas, surtout en deuxième mi-temps, je trouve que les deux joueurs, les latéral gauche et latéral droit, ont été très intéressants. Après, au niveau offensif, c'est vrai que voilà, moi, de mon avis à moi, même sur la saison complète, j'ai pas un joueur réellement qui ressort, que ce soit en termes de stats, même si ça ne fait pas tout, ou même en termes de qualité vraiment au-dessus de la moyenne. Il faudra voir par la suite. Je pense que les personnes qui sont ici présentes nous en parleront mieux que nous au centre de formation, mais offensivement, j'ai pas trouvé grand-chose. En revanche, en bloc équipe, défensivement, voilà, Camara et les deux joueurs dans les couloirs ont été très intéressants. En tout cas, sur cette finale-là, ils étaient vraiment intéressants. C'est pas mal quand même de parler des deux joueurs de couloir. Quand on voit l'effectif pro de l'OM, on se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer dès la préparation. Je suis entièrement d'accord avec Kevin. Et ce qu'on peut noter, c'est que alors, c'est vrai qu'il n'y a pas un joueur offensif qui ressort, qui éclate, comme à l'époque peut-être Samir Nasri. Tu as connu ton Romain qui vraiment, en jeune, à certains moments, on se disait, il n'y a que lui, quoi. Mais c'est pas plus mal non plus de créer un groupe. Attention, c'est pas dénigrer les joueurs offensifs qui sont sur la pelouse. Mais je pense que vraiment, pour avoir suivi vraiment l'évolution du début à la fin de la saison, il y a certains gamins qui ont passé un cap cette année. Moi, je pense à Lucas Perrin. Alors, c'est vrai que sur la finale, peut-être... Alors, on va revoir les images du premier but. C'est vrai à son meilleur niveau, il n'est pas heureux sur la relance, voilà, puisque derrière, elle déboule directement sur le but. Puis, il y a peut-être une mauvaise couverture. Bon, c'est facile de l'entame de match a l'analyser vraiment comme pas ça. été bonne. Comment Jean-Luc et David, vous avez senti vous l'entame de match du banc? Vous sentiez vraiment qu'on n'était pas dedans, ou c'était un problème de stress, un problème de chaleur? Non, moi je pense que le seul réel problème qu'il y a eu, c'est qu'on prenne ce but aussi rapidement. Bon, quand on voit Lucas, la relance qu'il fait je n'ai pas revu les images, cette relance qu'il fait dans les pieds des joueurs de Montpellier, c'est quelque chose qui n'est pas habituel chez lui, quoi. C'est un joueur assez technique qui est très bon de ce côté-là. Donc je pense que oui, il y avait un peu tout, la tension, le moment, et puis on a payé au bout de 2 minutes. Donc là, c'était difficile pour se remettre en route, quoi. Ce but, c'est un peu un concours de circonstances. Voilà, comme on dit, une relance plein axe. Après, il faut quand même que l'attaquant aille jusqu'au but. Je trouve qu'aussi le gardien, sans faire offense, sur le but n'est pas exempt de tout reproche. Je trouve qu'il manque de vivacité pour se coucher. Voilà, alors qu'il nous habituait, Swan Bezic a quand même un gardien un peu plus explosif. Là, voilà, peut-être que les premières minutes, les jambes étaient lourdes, il y avait un peu de pression. Je pense. Mais du coup, après, il s'est quand même lancé. Ça montre aussi sa force de caractère, parce que la fin de match, il fait quand même des parades. C'est ce que j'ai, voilà, entre-temps, on va le voir, il y a eu l'égalisation de l'OM. Donc, suite à un très bon travail de Roca dans le couloir gauche, voilà, c'est la fin de l'action avec Chabrol qui remet pour Zakwani et Dinash qui prolonge en renard. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, on fait une très grosse fin de première mi-temps et une très bonne entame de seconde. On a une période d'une demi-heure entrecoupée de la mi-temps où on est vraiment au-dessus de Montpellier, on les a étouffés. Donc récompensé par ce but. Et puis donc la séance fatidique des tirs au but au terme des 90 minutes dans un stade acquis forcément à la cause du PSG, donc
contre l'OM. Et ça sera Florian Chabrol qui loupera en 5e tireur son penalty. Voilà, on va le voir, il passe à côté, inconsolable à la fin de la finale. Est-ce que depuis ça va mieux? Vous lui avez dit que tous les grands joueurs ont raté des pénaltys, que Platini a raté des pénaltys, que c'est les phrases. C'est vrai que c'est les phrases qu'on sort à chaque fois. C'est des petits poncifs du foot concernant les tirs au pénalty. Est-ce que c'est facile de sortir ça à un jeune? Et est-ce que c'est une question très provocatrice de ma part, mais est-ce qu'au final c'est pas mieux de perdre au pénalty? Est-ce qu'on se forme pas mieux avec une défaite qu'avec une victoire? Non, je pense pas. Je pense que la victoire est belle, mais bon, après, encore une fois, pour moi c'est une loterie. On est passé à plusieurs reprises sur ces tirs au but, mais il y avait une tension qui était un peu plus forte. Flo, c'était un des meilleurs sur le match, il a été très bon. Après, c'est comme ça, comme je l'ai dit contre Lens, j'ai une pensée pour les Lensois, parce que terminer aussi sur un match du 1-1 et se faire éliminer au pénalty, ça nous est arrivé. Voilà, non, moi je pense que c'est que du bonus, ils ont appris. Donc il y avait une phrase qui était très juste, dite par le président à la fin du match, c'est simplement, on n'a pas perdu, il y a un gagnant et il y a des gens qui apprennent, et nous on apprend, voilà. Nous on apprend, on est en train d'apprendre, de remettre tout ça en route, et pour eux au niveau expérience c'est quelque chose d'incroyable ce qu'ils ont vécu, et je pense que ça va leur servir l'année prochaine sur le championnat CFA. Surtout, j'aime pas me cacher derrière, mais sur cette finale-là, il y a quand même un pénalty qui aurait dû être accordé à l'Olympique de Marseille, avec cette main à la surface du défenseur de Montpellier qui se couche littéralement et qui fait un arrêt dans la surface. Bon, qui une fois de plus, même à niveau amateur, n'est pas vu du côté de l'OM, même si j'aime pas me cacher derrière. Mais les arbitres aussi U19. Je me dis quand même que souvent, ça passe pas dans notre faveur. En tout cas, un pénalty qui aurait peut-être permis, je crois que c'était à la 74e ou 75e minute, qui aurait peut-être permis à l'OM d'être à 2-1. Et voilà, après. Là, on relativise tout, on va pas dire c'est la faute à l'arbitre. Voilà, soit je ne me cache pas derrière. Voilà, on a fait une grosse erreur, ça nous a coûté le premier but, il a fait une erreur. Voilà, c'est humain, tout le monde, c'est humain, bien sûr. Après, sur le match, on a les qualités quand même du groupe U19 CFA sont ressorties. On a été hyper solide en deuxième mi-temps. On concède en fin de match avec la fatigue, mais sinon on n'est jamais mis en danger. Moi, le petit Lucas Perrin, j'ai envie de tirer un coup de chapeau, parce que c'est vrai que le premier but il est un peu pour lui, mais il a passé un cap cette année. Moi je le voyais en U17, c'était un bon joueur, on va dire technique, parce qu'il a commencé sa carrière milieu de terrain si je ne m'abuse, mais il avait du mal à s'adapter à ce nouveau poste défenseur central. Là, cette année je le trouve épanoui, je trouve qu'il a pris du volume, que ce soit physique, que ce soit mental. Les deux latéraux superbes, ils ne sont pas des latéraux de formation en plus. Est-ce que une bonne finale comme ça, j'ai envie de vous demander, est-ce que une bonne finale comme ça de ces éléments-là, ça peut changer aussi en termes d'exposition? Est-ce que là, le match était diffusé à la télévision, on en a beaucoup parlé, on sait que tous les joueurs de leur génération sont très présents sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de sollicitations. Est-ce que cette finale aussi, même s'il y a eu des fêtes, mais vu qu'il y a eu un parcours dont on a beaucoup parlé, il va falloir faire attention aussi à dégonfler certaines têtes, comme on dit. Est-ce que vous allez être vigilant là-dessus? Il y a aussi un petit travail de tous les instants à fournir. Pour ça, je pense qu'ils nous connaissent. Ils savent que la tête, elle a été dégonflée juste après la finale. Ils savent très bien qu'on repart à zéro, quoi. On repart à zéro. Mais simplement pour dire que si on en est arrivé là, je pense que les années précédentes, on aurait pu faire des matchs de ce calibre-là, et peut-être passer un ou deux tours supplémentaires. La seule différence qu'il y a eu cette année aussi, et qui est importante, et je le pense, c'est l'entente qu'il y a entre Olivier Januzzi et le coach. C'est-à-dire, on ne joue plus des partitions personnelles comme moi j'ai pu les connaître à l'OM, c'est-à-dire j'ai mon équipe et j'ai mes résultats. Là, nous sommes tous ensemble, on bosse tous ensemble. Même le secteur professionnel, il ne faut pas oublier que contre Montpellier, on a aligné une équipe quand même en grande partie professionnelle, pour justement pouvoir, nous de notre côté, mener une équipe type de Gambardella, chose qui aurait été très très difficile auparavant. Donc je crois que c'est une prise de conscience aussi au niveau du club, et je pense que les ouvertures sont faites, l'échange est fait, et puis je pense que c'est grâce à ça aussi qu'on en est arrivé à cette finale, quoi. C'est pas uniquement le fait d'avoir un groupe de joueurs. Après, il y a toutes les problématiques qui sont autour. Et ces problématiques, elles ont été résolues justement avec le directeur sportif, avec l'entraîneur des professionnels, avec l'entraîneur de CFA, et ça c'est très important. Et bien voilà, pour tous ceux qui se demandaient, parce qu'on reçoit souvent des messages là-dessus, mais on dit que la formation, ça a changé à l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Ben voilà, vous avez une réponse, vous la repassez en replay, en boucle, mais un changement majeur, Jean-Luc Cassini vient de vous en donner un. On passe, nous, à la partie de la CFA et de toute cette saison qui s'est passée avec l'équipe réserve.
une saison satisfaisante en CFA et qui a permis aussi, Jean-Luc l'expliquait dans la partie précédente, qui a permis ce parcours en Gambardella, puisque de nombreux éléments ont joué et ont été un peu les cadres de cette équipe CFA. Ça n'a pas toujours été le cas à l'Olympique de Marseille, on l'a rappelé. Donc c'était une équipe jeune, une des plus jeunes de la division et qui a proposé du jeu, notamment en première partie de saison. En deuxième partie de saison, on va dire, ça a assuré un maintien tranquillement. On va voir l'évolution, parce que pour voir aussi d'où vient l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille, c'est important sur les dernières années. Vous voyez qu'on était quand même descendu l'année du titre en Ligue 1, mais on était descendu quand même en DH. Et puis voilà, peut progressivement remonter. Il y a cette deuxième place au coude à coude avec l'OGC 10 en 2012-2013 qui ne permet pas à la dernière journée à Olympique de Marseille de remonter. Et puis première place avec sous la fameuse saison Marcelo Bielsa. Et puis CFA, 9e, 10e sur les 2 dernières années. Un maintien, peut-être voilà, donc là on voit le classement en termes de points, c'était quand même plus tranquille cette année que la saison dernière, même si la saison dernière, c'était pas non plus une OM qui a flirté avec la zone de relégation. Mais là, on a une équipe qui était au pied du podium jusqu'au mois de janvier. Donc, c'était plus simple, j'imagine, pour intégrer des jeunes. Bah, ça a toujours été compliqué, hein, de la première journée à la dernière journée, puisque dès le début, je n'ai jamais parlé de podium ou de quoi que ce soit, puisque l'objectif c'était... De toute façon, on ne monte pas. Hein. Voilà, donc après c'est vrai, c'est bien d'être toujours dans le haut du tableau, parce que ça met en valeur aussi la qualité des joueurs, mais même si pour moi j'en tiens pas compte, puisque chaque week-end est composé d'équipes, c'est une équipe différente. Moi j'aligne jamais les mêmes joueurs tous les week-ends, très rarement en tout cas. Voilà, après c'était une saison compliquée parce que puisqu'on est jeune, aujourd'hui l'irrégularité a été la spécialité de la saison. On n'a jamais pu aligner, à part en début de saison où on était, je crois que les 5 ou 6 premiers matchs, on avait plutôt été cohérents. Mais par la suite, y a des joueurs qui ont disparu. Il y a un mercato terrible, j'ai envie de dire, puisque dans le sens des départs, ça n'a pas forcément aidé l'équipe. Il y a des joueurs qui sont partis. Il y a régularité aussi au niveau des matchs, non, David? Oui, au niveau des matchs. On faisait une mi-temps bonne, une voilà, mi-temps... on faisait comme je dis, on faisait que des matchs gruyères, il y avait plein de trous dans notre jeu, on était incapable d'aligner 90 minutes correctement. Voilà, alors c'est du fait que certains ont découvert la CFA, pardon. C'est très bien d'ailleurs. C'est très bien comme ça. Oui, c'est très bien. Bah, c'était la politique. Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Moi, qui a décidé de ce virage? Est-ce que toi, quand tu es arrivé en début de saison, parce qu'il faut rappeler que c'est ta première saison au club, c'est toi qui as dit moi, je prends en charge un groupe où on va incorporer beaucoup de jeunes. Je t'écoute souvent sur les interviews, notamment sur le site officiel du club, où tu dis moi, je veux les préparer au monde professionnel. Je suis pas là pour voir si on va terminer premier. Donc, tu l'as rappelé tout à l'heure. Mais qui a décidé vraiment dans le club de ce virage? C'est une entente commune? C'est Jean-Luc? C'est toi? Au départ, c'est Jean-Luc, hein, forcément. Après, ça collait tout à fait à la politique que moi j'ai toujours menée quand j'ai eu des réserves. Ok. Voilà, il était important. Aujourd'hui, si on veut jouer avec des mecs de 30 ans, faut aller à Martigues ou à Marignane, voilà, et on joue. Ouais, mais ça a été le cas à l'OM, Romain, je peux le dire. Oui, il y a des saisons où c'était ça. Après, ça c'est le passé. Moi, je discute pas ce qui s'est fait dans le passé. Ce qui est sûr, si aujourd'hui on veut s'occuper d'une réserve, on est sur un projet individuel déjà, donc on est sur le projet des joueurs. Et c'est ça qui est important, c'est pas de se dire aujourd'hui je suis le meilleur entraîneur parce qu'on est premier, voilà, c'est pas le but. Alors tant mieux, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien pour les gamins, pour le club, pour le visu, mais c'est avant tout la progression du joueur. Mais pour ça, il faut accepter de temps en temps de perdre les matchs, il faut accepter de temps en temps de faire des nuits blanches parce qu'on est à la fois aussi compétiteur, hein, même si on est formateur, on est compétiteur, on aime gagner les matchs. Mais ce qui est, pour moi, la priorité, ça reste toujours la formation du joueur, à l'image, comme on parlait tout à l'heure de la Gambarde, on parlait de Lucas. Moi, ce que je retiens dans son match, hein, la petite parenthèse, c'est que bon, il se déchire d'entrée, qui nous coûte très cher. Mais c'est surtout de voir derrière la capacité qu'il a à réagir. La capacité mentale et à rehausser de nouveau son niveau. Peut-être qu'il y a quelques mois, il aurait sombré totalement. Il a gagné énormément de duels cette finale. Voilà, donc ça veut dire que les gamins ils avancent, que lui il avance et d'autres aussi avancent. Voilà, maintenant c'est
c'est confirmer, c'est de nouveau prendre du temps de jeu l'année prochaine, accepter encore de nouveau d'avoir des échecs, mais c'est un laboratoire, un vrai laboratoire. Tout à fait. La formation, c'est un labo. Hein, on n'est pas là pour avoir des systèmes bien précis, on est là pour modifier, leur donner des références de jeu, des références de système, et accepter des fois, c'est pas beau à voir, mais bon, quand on en sort, quand nos profils plus sont devant et avancent, voilà, c'est sur ça qu'il faut s'attarder, quoi. Pour être complet sur ce championnat, CFA, c'est quand même pas une poule facile. Il y a des équipes d'un très bon niveau. Il y avait Fréjus, Saint-Raphaël notamment, et ce ne sont pas eux qui montent, c'est Rodez. Mais Fréjus qui avait même une sacrée équipe, quart de finaliste de la Coupe de France. On le rappelle, il y a la réserve de Monaco. Voilà, quand on voit un peu ce qu'est capable de produire en jeune Monaco, c'est pas mal. Ce que tu dis qui est intéressant, c'est voilà, c'est des équipes qui sont programmées pour monter et pour pouvoir aller après en national, Ligue 2, qu'ils ont vraiment un objectif. Là, nous sommes formés des jeunes. À l'OM, voilà, c'est former des jeunes, les amener à un style de jeu pour pouvoir après intégrer aussi l'équipe 1 par la suite, si c'est possible. Là, comme tu dis, voilà, quand tu prends une équipe comme Toulon ou autre, voilà, il y a des beaux bébés aussi le week-end en face. Et ça ne fait pas tout, mais il y a un déficit athlétique quand même qu'on ne peut pas négliger par rapport à des fois à certaines équipes. Et ce qui s'est vu cette saison, un homme de 30 ans n'a pas la mentalité non plus d'un gamin de 17 ou 18 ans, on peut pas demander la même chose des fois sur certains sujets, et c'est ça que c'est intéressant voilà, en termes de laboratoire. Mais quand tu regardes la référence, c'est le match de Toulon. Ouais. C'est ça que où là il y a un petit surplus émotionnel. On va à Toulon avec tout ce que ça comporte, et bon, là-bas on s'est fait secouer dans tous les sens du terme. Ah ben eux ils attendaient ça depuis 6 mois. Voilà, donc et le match retour dans un contexte différent où on est à la maison, même si ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'on malheureusement on fait pas beaucoup de monde du fait qu'on soit éloigné déjà. Mais les matchs sont à Carnoux, je précise. C'est d'aligner 11 gamins qui ont entre 17 et 19 ans. Et puis, quand on voit le niveau qu'ils ont su y mettre, que ce soit dans le jeu, dans le domaine athlétique, dans l'engagement mental, voilà, on s'est dit, voilà, il s'est passé quelque chose pendant ce temps de travail. Et ça, c'est important, quoi. Ça, c'est très important. Je trouve que c'est super parce que tu disais, moi, je vois par exemple l'attaquant de Fréjus que je suis depuis des années, Mohamed Soli. On dirait qu'il a avalé un meuble, quoi. Il est comme ça, et quand il se frotte à des mecs comme Lucas Perrin, même Bouba Camara, il faut rappeler qu'il a quand même 18 ans, Bouba Camara. C'est formateur pour eux. Il a subi quand on est proche du terrain, on entend un peu les chambrages qu'il se prend. Avec notamment son histoire de contrat pro, il a quand même montré qu'il avait de sacrés nerfs parce que ça n'hésitait pas dans les camps d'en face à le chambrer. Et puis alors, tu parlais de ce match de Toulon, David, c'était de voir aussi la surprise, puisque pour ce match, les supporters notamment des MTP, il y avait toute une section de Virage Nord, étaient venus pour encourager l'OM, fumier à l'appui contre Toulon, qui est un des ennemis historiques de l'OM. Et donc là, de voir 100 supporters chanter, ça a un peu déstabilisé en première période les jeunes Marseillais qui tournaient la tête vers une tribune qui est d'habitude totalement vide, en se disant tiens, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu cette petite pression, c'est des moments sympas à gérer aussi pour eux, ça les fait grandir. Ouais, c'est exceptionnel parce que bon, il faut les habituer à avoir ce contexte-là. Et c'est pour ça, dans le parcours de Gambardella, moi c'est un de mes regrets, c'est que contre Nantes, certainement notre meilleur match, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est voilà, dans la gestion de l'émotion, l'approche de l'événement avec un public qui était 10 fois plus nombreux qu'au Stade de France. Je crois qu'il y avait 13 ou 14 000 personnes. Voilà. Donc on a été, on avait l'impression qu'on gérait des adultes, qu'on avait affaire à des adultes sur le terrain, alors que c'était pratiquement tous des mineurs. Et puis le match du Stade de France où il ne s'est pas passé grand-chose dans les tribunes, mis à part la séance de pénalty, et que là j'ai trouvé que l'approche de l'événement était un peu plus longue. Voilà, donc, mais c'est à ce genre de match qu'on doit les confronter. C'est assez, il faut qu'ils s'habituent aux joutes d'un certain public, mais ça réclame un peu de temps. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément les moyens de Monaco ou de Nice, ou on fait avec nos moyens pour le moment. C'est vrai qu'en termes notamment d'infrastructure, Monaco est capable d'accueillir des matchs dans un truc totalement différent, alors que vous devez vous déplacer à Carnoux, stade Marcel Cerdan. C'est très accueillant, mais c'est vrai quand même pas facile d'accès pour... Non, il y a un autre truc, moi, quand je vais voir les matchs à Carnoux, ce que je regarde sur le site du club, c'est la pelouse aussi. À un moment donné, tu veux former tes joueurs à un jeu technique, et c'est dur d'évoluer sur une pelouse comme Carnoux en plein hiver. En plus, j'ai fait des tournois, donc je peux en témoigner. Est-ce que c'est pas mieux finalement le synthétique de Lebert des fois que cette... Non, en termes de il faut s'habituer sur la pelouse, parce que demain, s'ils sont au Vélodrome, ils joueront sur la pelouse. Non, il faut qu'ils s'habituent à jouer sur l'herbe. Après, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'en CFA, on sait tous que quand les équipes elles viennent à la maison, à l'image de Mont-de-Marsan ou Brelan, ils se mettent derrière. Il faut trouver
faut trouver les solutions pour pouvoir déplacer l'adversaire. C'est compliqué quand le terrain s'y prête pas, quoi. Mais ces phases-là, c'est intéressant parce que ce qu'on a retrouvé en finale, en deuxième mi-temps, du côté de l'OM contre Montpellier, en finale Gambardella, où vraiment l'OM a essayé à construire, a essayé à faire décaler le bloc de Montpellier, a essayé à rentrer dans les espaces. C'était intéressant, je pense, de faire des matchs comme ça et toute la saison de les amener à ce niveau-là. De toute manière, tu l'as très bien dit tout à l'heure, entre les 10 dernières minutes de ta première mi-temps et tes 30 de ta deuxième. T'as culé t'étais dans un temps fort très fort. Dommage qu'on n'ait pas marqué. Qu'on n'ait pas marqué dans ce temps fort. Le but vient sur une action quand même assez collective, même si Roca fait un effort. Ça implique 3 joueurs ensuite avec les messieurs, on va revenir, on va parler de finale Gambardella. Déjà, on va revenir cette saison de CFA. On va faire une petite revue d'effectifs par secteur de jeu. On va commencer par les gardiens. Alors, on les a classés. On part du principe, ça a été notre maxime tout au long de la saison, on part du principe que l'important à ce niveau-là, c'est le temps de jeu. Donc, on les a classés par temps de jeu. Et voilà, on vous a glissé aussi leur année de naissance parce que ça sera l'occasion de faire une vanne quand le nom d'Ibrahim Rachidi sera affiché. Mais ça sera surtout l'occasion de voir un peu ceux qui peuvent encore postuler, ceux qui, en termes d'âge, ceux qui seront plutôt amenés à voir ailleurs. Donc on voit que cette saison, voilà, en termes de gardien, ça a été quasiment tout pour Florian Escalès, qui peut encore rester une année avec l'équipe CFA, puisque là, c'est la vraie interrogation au niveau de l'Olympique de Marseille aussi. Pour un jeune, est-ce qu'il vaut mieux être prêté? Est-ce qu'il vaut mieux être troisième gardien? Est-ce que c'est difficile? Là, il y a une vraie question aussi qui se pose. David, on rappelle, tu as été l'entraîneur de Valenciennes. Tu t'es retrouvé de l'autre côté de la barrière, celle où on accueille un joueur de l'Olympique de Marseille en prêt. C'était le cas notamment de Baptiste Aloé. Un joueur comme Escalès qui a quelques bancs en pro, mais aucune minute. Quand on est un entraîneur de Ligue 2 nationale, est-ce que c'est difficile d'accueillir comme ça un joueur sans référence? C'est là aussi la difficulté, non? C'est compliqué, certes, mais concernant Flo, moi je me fais pas de soucis le concernant, quoi. Après, c'est un problème qui sera géré par les professionnels, mais Flo, c'est un très bon gardien, c'est un bosseur. Donc, après, oui, c'est toujours difficile, mais bon, par le passé, on peut se rendre compte que les joueurs de gardiens qui ont été prêtés dans les clubs de Ligue 2 de l'OM, voilà, ça s'est toujours bien passé. Donc, Sur ce plateau, il y a quelques mois, Jean-Luc Mingalon, le président de Consola, regrettait de ne pas avoir pu se faire prêter Florian Escalès au mois de janvier. Est-ce que c'est coup de bluff d'un président, effet d'annonce? Est-ce que ça aurait pu être une bonne chose pour lui d'aller tâter quelques mois du national? Ça peut être que bien, de toute manière. Ça lui aurait permis d'élever son niveau encore une fois et se frotter au jeu du national. Maintenant, ça c'est un autre problème qui le concerne lui et surtout le staff pro. Donc après, moi... Jean-Luc, tu as eu vent, toi, de cette proposition de prêt Non, sur Flo, non. J'ai eu vent sur Bituloma, qui à un moment donné devait peut-être aller à Consola. Mais sinon, sur Florian, non. Après Florian, c'est quand même un international. Hein, il a été encore sélectionné avec les espoirs. Donc, c'est vrai que ça aurait peut-être fait du bien de jouer à Consola, de jouer en national. Bon, moi, ce que je souhaite pour lui, c'est que l'année prochaine, il soit prêté et qu'il fasse un petit peu à l'instar de Julien Fabry, là, qui montre ses capacités en Ligue 2. Parce que Julien, il avait connu des moments difficiles avec la CFA, même avec les 19. Et puis, on voit que les gamins avaient du temps, du travail. Alors, ce qui me fait rire en formation, c'est que d'une année sur l'autre, ou même sur quelques mois, on est capable de les dénigrer, de dire mais qu'est-ce qu'il fait là? Et puis après de dire putain, mais on va le proposer pro lui, parce que lui, voilà. Donc c'est toujours compliqué, la formation est toujours compliquée, et il faut être patient. On est à Marseille, on est dans un endroit où c'est qu'on est beaucoup exposé, beaucoup de supporters. Moi je pense qu'il faut qu'ils prennent conscience, que les gens prennent conscience que la formation c'est totalement différent des professionnels. Et comme le disait David tout à l'heure, c'est un choix. Moi, quand je suis arrivé, que j'ai repris ce centre de formation, j'ai eu une discussion avec le président et je lui ai expliqué que pour nous, c'était pas une chose en soi, une fin en soi de descendre en CFA2. Mais ce qui était important, c'était de faire jouer les jeunes. La saison a débuté, on peut le voir. David, il s'est pas posé de questions. Il a fait débuter le petit Eddy Sylvestre. Il avait 17 ans, il sortait des 17 ans, aucune référence, aucun match. Il a joué, comme lui, il en a eu pas mal. Un but, une passe décisive pour son premier match, donc c'était contre la réserve de Monaco. C'était intéressant dans le jeu, même, il avait été intéressant. C'était super. Donc moi, je pense que la chose, on va dire, qu'on ne voit pas, mais que nous, on sait, c'est que il faut prendre des risques dans la formation. Il ne faut pas avoir peur.
Moi, je pense que dans le passé, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui, encore une fois, par leur contrat, par certaines ambitions, faisaient qu'il fallait faire briller l'équipe de CFA et mettre un petit peu de côté la formation. Après, ça comportait des risques. Hein. On peut descendre en CFA2. Mais si je regarde Montpellier, ils descendent bien en CFA2. Tous les centres de formation, bien sûr. Mais ils gagnent la Coupe Gambardella. Ils sont là, quoi. C'est le vrai. Voilà, il n'y a pas que. Il y a des clubs comme Toulouse, comme Lille. Mais si on part avec cet esprit formateur et si les gens qui sont justement dans cette formation développent cet esprit-là, on va monter, on va descendre, mais ça va faire comme les joueurs. On va leur proposer des contrats pro et puis on va dire mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est exactement pareil. Mais ce que tu dis on va passer pendant que tu interviens, Bastien, aux défenseurs. On va voir un peu. Non, juste je rebondis sur ce que dit Jean-Luc. C'est juste, à Marseille, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de patience, mais on est quand même des gens globalement qui connaissons le football. Je vois moi avec Kevin, on a des discussions pendant des heures sur des jeunes de CFA que personne connaît et l'émission d'aujourd'hui, je le souhaite profondément. Notamment, Serre, il faut expliquer ça aux gens. Ce que tu dis, c'est parfait. C'est qu'on est là pour. C'est des mini-pros en puissance. Il faut les former à ce monde professionnel, que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan collectif, que ce soit sur le plan affectif. Donc, il faut être patient, mais surtout, voilà, c'est une autre dimension. C'est pas grave si on est sans CFA2. Moi, je me tue à répéter à des gens lorsqu'ils me disent ouais, mais t'as vu, ils sont classés tant, ils sont bidons. Moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le mec, il arrive à assimiler un système de jeu. Donc c'est pour ça qu'il faut le répéter et je souhaite que l'émission d'aujourd'hui donne des références aux supporters parce qu'ils sont nombreux sur le Phocéen pour cela. Exactement ça, ce qui a servi peut-être à Maxime Lopez à faire une si bonne saison en Ligue 1 cette année, c'est peut-être d'être passé une année avec la CFA de l'OM l'an dernier. C'est pour ça que certains s'étonnaient, par exemple, notamment je me souviens du déplacement à Bastia où certains avaient peur pour lui au milieu de terrain. On avait dit, vous inquiétez pas, avec ce qu'il a connu l'an dernier en CFA. Il y a des réserves en Corse. Mais ce qui est important sur les matchs de CFA, c'est par expérience, c'est que souvent on se dit, ouais, il nous faut 5-6 joueurs solides qui connaissent bien les joutes de la CFA. Mais bon, si on n'a pas les bons profils et puis qu'il n'y a rien au bout, j'en vois pas l'intérêt, quoi. Vaut mieux être dans le profil qui a été qui a été mis en place cette année, c'est-à-dire de jouer d'en avoir très jeune, 8, 9 voire 11 très jeune dans la catégorie, mais comme à l'image comme on peut encore aller plus loin, hein, si on descend encore dans les catégories, faut savoir qu'en 17 ans on a joué pratiquement avec 6-7 premières années. Alors, il faut accepter aussi, comme c'était le cas avec Pancho, de souffrir, de prendre. Elle a été difficile cette année. Voilà, de perdre du temps, des points. Mais à l'arrivée, on a gagné du temps en termes de formation sur les joueurs. Ah oui. Alors, concernant la défense, on voit que c'est Julien Dacosta qui a beaucoup joué au poste de latéral droit et qui va partir à Niort, qui s'est engagé à Niort. On salue. Oui, on en profite pour dire Félicitations. On en profite pour le féliciter d'abord et pour dire qu'il n'y a pas que des contrats pro à l'Olympique de Marseille. C'est pas une fin en soi de signer pro à l'Olympique de Marseille. Julien Dacosta, bravo à lui. Il va signer pro en Ligue 2. C'est déjà très beau. Alors moi, j'aurais signé pour être à sa place quand j'étais jeune 15 000 fois. Donc, faut pas cracher dans la soupe. C'est très bien pour lui. Bravo. C'est ça l'état d'esprit aussi, même quand on est au club, de se dire. C'est super, il y a une porte de sortie, il va pouvoir jouer en Ligue 2 alors qu'à l'Olympique de Marseille, il vaut mieux quand même jouer en Ligue 2 qu'être numéro 3 à l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il y a cette satisfaction-là ? On sait aussi, Jean-Luc, qu'il y a un effet boomerang, c'est qu'on sait très bien qu'il y a certaines personnes qui attendent qu'une chose, c'est que Dacosta brille à Niort pour dire « Ah, regardez, l'OM, ils n'ont pas su déceler son talent, ils n'ont pas su le retenir ». Est-ce qu'on fait aussi avec ces critiques permanentes ? Comment on gère ce genre de cas ? Critiquer du matin au soir, quoi. Ça, on a l'habitude, maintenant on le connaît. La principale des choses, c'est que nous, on soit en phase avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on soit juste avec les gamins et qu'on leur apporte des projets. Et justement, c'est pour ça que je dis encore une fois, Julien Dacosta, c'est un bon joueur, il a fallu être patient avec lui. Julien, ce qu'il fait actuellement, il l'aurait pas fait il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans si on l'aurait quitté. On y a fait un contrat amateur. De ce contrat amateur, il est allé chercher son contrat professionnel. Et là, je parle de Julien, mais je peux parler aussi de Larry Azouni, de Rafidine Abdallah, ces garçons que j'ai eu en U19. Exactement. Moi, au contraire de
des gens dont parlait Romain, pour moi c'est une fierté. Moi je dis voilà, ce gamin-là il était formé au centre de formation de l'OM et c'était un minot de Marseille. Au contraire, je veux le tourner et je veux que les supporters comprennent qu'il faut être fier de ces jeunes-là. C'est intéressant Luc que tu parles de Azouni ou de Abdullah, c'est une question que j'avais préparée pour la fin, mais du coup je vais rebondir maintenant vu que tu en parles. J'avais une question, moi, la question c'était, je trouve qu'on a mal géré quand même cette génération qui soit partie dans des clubs de Ligue 2, parce qu'il y a encore 2-3 ans de ça, je trouve que l'équipe de l'OM n'avait pas le projet qu'a aujourd'hui, et je trouve que ces joueurs avaient largement leur place, ils auraient pu quand même être dans les 16, 17, 18, je dis peut-être pas dans le 11 de départ, mais joueurs comme Azouni, comme tu en parles, qui est au tournoi U19 en équipe de France avec Adrien Rabiot, fait partie des 2 meilleurs joueurs sûrement de cette équipe de France au milieu de terrain, et qui est international tunisien. Voilà, et lors de la finale, je crois qu'il est même élu meilleur joueur de la finale en U19, de ne pas l'avoir vu. On avait vu 2-3 matchs amicaux où il avait été très intéressant dans ce poste de plaque tournante devant la défense. On le voit toujours dans les matchs amicaux. On l'a jamais vu à l'OM, on n'a pas donné sa chance en équipe. Intersaison. Qu'est-ce qui a manqué pour qu'un joueur de ce calibre-là puisse jouer à l'OM? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut avoir des... Après, c'est un avis personnel, ouais. Et ça, j'en ai discuté un peu avec Andoni. C'est le fait aussi, peut-être, de ne pas avoir de réel projet après la formation. Un joueur qui joue en CFA, on va lui demander de jouer au Stade Vélodrome, c'est compliqué. Il y a le petit Maxime qui l'a fait très bien, il y a Nasri qui l'a très bien fait aussi. On va dire que ce sont des joueurs hors normes, puisqu'ils ont les épaules pour le faire. Maintenant, il y a des joueurs aussi qu'il faut leur proposer peut-être des projets, avec justement des marches à gravir, peut-être faire une année en national, faire une année en Ligue 2, et puis au bout de ces 2 années, peut-être les reprendre, et puis les faire participer à des rencontres, les faire aguerrir. Et je pense que l'image d'André Ayou, par exemple, qui avait fait ça. Voilà, le star d'André Ayou. Mais qui avait commencé, on le rappelle, parce qu'on parle souvent d'André Ayou et de son prêt à Arles-Avignon. Il se passe quand même le dernier jour du mercato. Il faut rappeler quand même qu'il a du temps de jeu en 2007-2008 avec sous Eric Guéretz, en tant que 3e attaquant derrière Niang et Djibril Cissé. Il peut être prêté comme ça à Lorient la saison suivante, où ça ne marche pas trop pour lui. À Lorient, c'était un flop. Et ensuite, total, il est prêté à Arles-Avignon. C'est même pas Après, comme ça. juste pour terminer sur Andrayou, c'est aussi quand même un cas particulier. Il se rapproche plus d'un Florian Escalès, comme disait Jean-Luc, qui était international quand même dans les catégories de jeunes en équipe de France. Andrayou était international ghanéen dans les catégories de jeunes. Cette année-là, il gagne la Coupe du Monde des U20 avec le Ghana. Il est capitaine. L'année à Arles-Avignon, ouais. Il est quand même. C'est déjà aussi de jouer des matchs à l'international aussi, pour aussi permettre à un jeune. Tiens, des matchs à l'international, c'est le cas de Gaël Andronian, qui est international arménien, qui est parti au mercato. Ça fait du mal, c'est un peu dans la défense, parce qu'il jouait tous les matchs, on le voit d'ailleurs. Il reste, alors que son départ est au mois de janvier, ça reste un des joueurs les plus utilisés. Il est dans le top 3 des défenseurs. Est-ce que ça, c'était quand même un petit coup dur, parce que c'était une charnière. On sait que c'est très important aussi pour stabiliser une équipe. Gaël, au départ, les pros ont priorité sur les jeunes, pour qu'ils viennent chercher du temps de jeu avec moi. Après, c'est vrai que plus le temps s'écoule, et ça, je l'entends très bien, ça devient difficile pour eux, parce qu'ils ont l'impression de perdre leur temps en CFA, et ça, je peux l'entendre aussi. Donc, son prêt, c'était une bonne chose pour lui, pour le club, parce qu'au moins, il a pu se frotter au départ. Voilà, en tout cas, ça, c'est son projet à lui. Puis nous, ça nous a permis, dès son départ, de pouvoir faire monter Lucas Perrin. Donc c'était la perte d'un joueur d'expérience, mais surtout l'apport derrière d'un nouveau jeune. Là, ça nous a permis d'avoir des réponses le concernant Lucas. Après, Ibrahim Rachidi qui est monté lui aussi. Je suis déçu que vous n'ayez pas mis le nombre de sélections en équipe du Comore, ça aurait été vraiment magnifique. Ça aussi. Le souci de. Donc on rappelle Ibrahim Rachidi qui est formateur maintenant à l'Olympique de Marseille avec les U16 et qui est venu dépanner en défense centrale, puisque c'était défenseur notamment. C'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de soucis derrière, puisque Gaël est parti, Bouba s'est blessé un long moment. Au bras, oui. Voilà, donc il nous fallait un joueur, puisque derrière, à part Lucas, c'était pas prêt en tout cas. Donc c'est vrai que Ibrahim est venu avec nous, il nous a redonné un coup de main, il s'entraînait de temps en temps avec moi, et puis on lui avait proposé, je lui ai dit, est-ce que tu peux nous donner un coup de main, en tous les cas au moins cadrer les jeunes, parce que c'est pas facile, la CFA, quand on se tape des matchs à 7 ou à Rodez, là le climat est hyper hostile, l'engagement, là on parle pas de foot, on parle
Voilà, on s'est compris. C'est l'objectif l'année prochaine, c'est pas de prendre en quantité et prendre n'importe qui, mais du coup quand même faire gonfler un peu plus les effectifs, du coup d'avoir un peu plus de solutions de rechange quand même, que se retrouver dans une situation comme celle-ci, ou rien contre Rachidi qui a fait oui, tout à fait. Voilà, mais je veux dire qu'on a été quand même encore obligé de faire appel à un homme de cette expérience-là, alors que s'il y avait peut-être encore un jeune, comme vous avez dit, il y en avait certainement qui n'étaient pas prêts, comme tu disais, voilà, qui n'étaient pas prêts, mais du coup, est-ce qu'il manque un peu encore des effectifs, quelques joueurs, faire gonfler peut-être les effectifs ou... Ce qui est sûr, c'est que l'effectif sera pratiquement similaire à celui-là qu'on a eu cette année. À part quelques-uns qui vont partir. Qui sont partis, pardon. Eric Hogan, par exemple, qu'on voit, qui est reparti déjà en Norvège. Ça fait un petit moment qu'il est parti. Ouais, il est parti en cours de saison. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Ça n'a pas marché. C'était difficile pour un Norvégien. Il avait une famille d'accueil, je crois, ici. Ça n'a pas marché. Non. C'est difficile. Ouais, c'était difficile à partir du moment où on n'a pas forcément envie de s'intégrer, donc ça devient difficile. On a compris. Il y a eu des blessures aussi, que ce soit Christopher Roquia ou Alfousseni Sané, poste d'arrière gauche. Forcément, quand on perd Christo, qui son dernier match en CFA, c'était le 21 décembre, je crois, contre Fréjus. Il a dû faire un match après contre Le Havre en Gambardella, donc il a fait deux matchs dans la deuxième partie de saison. C'est vrai que c'est des pertes hyper importantes, parce qu'on sait que Chris a quand même un profil et un potentiel au poste hyper intéressant. Mais c'est vrai que l'année prochaine, on est en train de se poser la question, on est en train de voir même pour prendre quelqu'un qui pourrait éventuellement cadrer un peu tout ça. Mais pas 50, ça sera juste une personne. Voilà. Le reste, je préfère jouer avec 17, 18 comme on l'a fait cette année. Parce que la priorité, c'est les gamins. Voilà. Donc le joueur qui viendra nous, éventuellement, je dis bien éventuellement, nous aider, ça sera le deal, quoi. Ça sera pas un titulaire en puissance, ça sera un joueur qui va venir compléter et nous apporter un peu cette expérience, parce qu'on a besoin aussi d'être armé dans la région, parce qu'on est chaque match c'est compliqué, puisque faut se fâcher des fois de temps en temps avec les autres, pour faire voir qu'on existe, parce que les gamins sont... On ne reviendra pas sur certains noms d'oiseaux entendus sur les champs tout au long de la saison, donc, ça fait partie du jeu. La priorité, ça reste nos 18, nos 19, et puis j'espère très vite nos 17 ans, et qui arriveront très vite aussi. On va passer au milieu de terrain, mais on va avoir beaucoup, j'imagine, de demandes pour ce fameux poste de cadre. On voit pour les milieux de terrain que Bill Tuiloma, donc, qui a aussi joué sur la fin en défense centrale, mais était un des éléments les plus utilisés. Tiens, c'est le cas aussi de Clément Goguet, qui je trouve a été un des meilleurs éléments de la saison, mais qui ne sera pas conservé. C'est un profil un peu à la Juju d'Acosta, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pourrait aller chercher un contrat pro dans un club, on va dire, de catégorie bascule Ligue 2 nationale. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite, parce que je suis d'accord avec toi, Romain, il a fait une saison très valable. Mais Clément, c'est un super gamin. Aujourd'hui, il n'est pas. On lui a laissé une porte de sortie, mais on lui a laissé une porte d'entrée aussi. Voilà. On n'a pas ces infos-là. Voilà. Donc aujourd'hui, Clément, le seul souci, c'est que tellement on va être jeune l'année prochaine. Le problème, c'est que nous, l'avenir qu'on a pour Clément, c'est de le faire signer pro. Ou de l'amener chez les professionnels, que ce soit chez nous en priorité d'abord, avant d'aller ailleurs. Mais bon, de lui apporter l'année prochaine encore une année de CFA, en tout cas sur la compétition, mais surtout de lui amener des séances d'entraînement avec des 99, peut-être des 2000 même, à mon avis, il va perdre son temps. Voilà, donc c'est plus pour ça un peu qu'il n'est pas... À nous poussé dehors, attention. On ne le pousse pas dehors, on lui a dit... On lui a dit tout simplement, pour être franc avec vous, si tu peux trouver une structure avec des hommes, avec des seniors, où tu peux élever ton niveau, parce que malheureusement Clément, la première année avant que j'arrive, il a perdu son temps, du fait des blessures. Il était positionné aussi arrière droit, alors il a joué vu que c'était un milieu de terrain. Il a joué arrière droit, donc, mais comme Clément va très 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 vite, donc forcément c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis arrière droit. Il avait un peu un profil à la Laurent Abergel. C'est ironique pour ceux qui on est bien d'accord. Le profil de Clément Goguet, c'est donc, plus un joueur reculé, mais Clément est un très bon footballeur, c'est un garçon très intelligent. Qui a encore une marge de progression importante, mais aujourd'hui de lui apporter des séances d'entraînement
Voilà, avec des mineurs, avec des gamins de 17, 18 ans, je suis pas sûr qu'ils les trouvent. Donc on espère qu'une issue favorable dans le mercato et on lance un appel à nos. En tous les cas, s'ils trouvent amis de Ligue 2, s'ils trouvent pas d'issue, c'est sûr, c'est que. Il le mérite. Ce qui est sûr, c'est qu'il reviendra avec nous. Ça, c'est une certitude. La porte sera pas fermée pour Clément, quoi. Un peu comme Gabriel Dubois qui a été rattrapé un peu par le col après son essai infructueux en Espagne. Zakuani, Chabrol, Emrevilliers, voilà, on est dans l'avenir du club Marazovic. Maxime Lopez, tiens, qui est dans les 10 milieux les plus utilisés. Parce qu'il avait fait 3 matchs en début de saison et puis je crois que c'était 3 matchs avec 2 buts, 2 passes décisives. Bon, enfin, on voyait déjà qu'il est. Marazovic, vous l'avez récupéré cet hiver. Ça vient d'un d'entre vous, juste. C'est quelqu'un qui est venu vous voir ou vous le suiviez déjà avant? Vous pouvez le dire, de toute façon, maintenant il est au club. Ça vient plus de David que de moi. D'accord. Mais bon, c'est vrai qu'on avait à Polan. À Polan, À Polan, il est venu. C'est Lorient, si je dis pas de bêtises, c'est ça. C'est lui qui a émis le souhait de venir faire un essai chez nous. Donc il n'avait pas été retenu à Montpellier. La belle histoire, c'est qu'il est retenu chez nous. Donc voilà, il est venu faire un essai. Surtout, c'est un garçon qui a été formé à Lorient aussi. C'est un garçon qui, au niveau des attitudes, du comportement, c'est super. Au niveau footballeur, c'est un bon footballeur. Après, je pense qu'avec sa mentalité, son état d'esprit, il a gagné sa place. Il est allé même chercher un contrat parce qu'il mérite. Donc on y a offert un contrat de stagiaire. D'accord. Parce que on récompense ceux qui donnent. Et Sacha fait partie des garçons, comme certains autres, qui méritent. Donc ainsi Mézine aussi, qui sont certainement, on le voit, né en 99. C'est en région parisienne que vous allez recruter. C'est un profil qu'on n'a pas. Grand milieu défensif. Casse les lignes, tourner le jeu. Capable de casser les lignes aussi adverses. C'est un organisateur de jeu reculé surtout. C'est un garçon qui est champion de futsal. Donc, techniquement, ce que je disais, il est à l'aise. C'est pour ça ce que je disais, casseur de ligne. C'est bien, c'est méchant. Donc c'est important. Dans le bon sens du terme. Oui, dans le bon sens du terme, bien sûr. Non, mais en termes d'agressivité sur le porteur de balle, c'est plutôt bien. Après, maintenant, c'est un garçon qui découvre la formation avec les exigences que ça comporte. Il n'était pas prévu chez nous, puisqu'il y avait un autre club qui était sur lui. Je savais pas qu'il venait du foot en salle, tu vois, David, et j'ai vu 3 matchs de lui, et il y a certaines attitudes que je me suis dit, je comprenais pas, mais maintenant je comprends. Il sait bien jouer avec ses bras déjà, sur petit périmètre. Voilà, tout ce qui est petit périmètre. Il y avait même certains replacements défensifs, parce qu'il jouait dans un système à 4-3-3, le 6 devant la défense, mais c'est pas vraiment un joueur défensif, c'est plus un organisateur de jeu pour ceux qui nous regardent. Et il y avait certaines fois, je me disais, mais je comprends pas trop, bon, mais maintenant je comprends. On va passer aux attaquants pour finir cette partie. Antoine Rabillard, qui a beaucoup joué, beaucoup marqué. J'ai pris l'habitude de dire semaine après semaine qu'il faut ce type de profil dans un championnat de CFA. Techniquement, c'est peut-être pas le plus grand joueur passé par l'Olympique de Marseille, mais il se bat comme personne. Est-ce que quand on est entraîneur, avoir un joueur comme ça qui lâche rien, c'est utile, même pour le montrer aux autres, et en termes d'engagement, c'est quand même... Oui, tout à fait, mais comme à l'image de Flo, qui a beaucoup joué avec moi, ou Bill, quoi, c'était des leaders positifs. Voilà, on sentait que quand ils descendaient avec moi et qu'ils n'avaient pas ce frein, voilà, c'est toujours quelqu'un qui est à la recherche de progression. Lui, c'est pareil, s'il veut encore améliorer et élever son niveau, il va falloir aussi qu'il... Alors, il est parti en Corse faire des essais avec le Gazélec. Ajaccio notamment, il y a des écuries de Ligue 2 qui se renseignent sur son profil. C'est pareil, c'est comme ce qu'on disait, comme pour Dacosta, comme pour Goguet, c'est temps pour lui maintenant d'aller peut-être chercher... lui, il est professionnel, donc il est géré par les pros. Donc, voilà, il a un contrat pro, il avait signé un contrat de 3 ans, c'est ça, en janvier dernier. C'était quoi? C'était les 1 an plus 2 reconductibles ou c'est 3 ans Non, je pense qu'il avait signé 3 ans. Il avait signé 3 ans. Alors. Donc, c'est des bons paris pour les clubs de Ligue 2. Hein. C'est des très bons paris, ces genres de joueurs, parce que Antoine, c'est pas quelqu'un qui a un talent exceptionnel, mais il a c'est du bonheur à entraîner. C'est un vrai bonheur dans un groupe de travail, et il a un certain talent, et c'est un bosseur. On précise qu'on ne prend pas de commission sur les... Parce que depuis tout à l'heure, on est en vente de 3 joueurs. Kevin et moi, on a un métier. Ces messieurs-là, ils sont très pris. On ne prend aucune commission. C'est juste qu'on les suit toute l'année. Et alors, David et Jean-Luc, ils travaillent avec eux. Donc, ils peuvent encore plus décrire leur profil au quotidien.
Mais on prend pas de. Après, concernant les éléments offensifs, on voit Jérémy Porsan. Bon, c'est peut-être la fin de l'aventure à l'Olympique de Marseille. Pour lui aussi, c'est peut-être il a besoin de rebondir ailleurs. Il a un contrat jeune d'Inage. C'est peut-être l'avenir. On l'a vu, le petit taureau albanais. J'aime bien le. J'ai toujours eu un faible pour les joueurs avec un important tour de cuisse comme ça, c'est très important. Moi, je vais rebondir sur cette liste et je vais être un peu le méchant bonhomme du plateau. Désolé pour ces jeunes, mais je vais prendre des gars. Mais c'est là que je disais, j'ai un petit peu l'impression, mais c'est pas que cette année qu'on a un petit peu des difficultés dans le secteur offensif au centre de formation. On est catégorie 19, 17 ou autre, de vraiment réussir à trouver un talent, à sortir un joueur qui serait vraiment capable d'être dans l'équipe 1, parce que quoi qu'il arrive, on est là aussi pour parler de l'équipe 1, et le but aussi de certains jeunes, c'est d'être à l'Olympique de Marseille, d'accéder après au sommet. Et moi, j'ai l'impression depuis tant d'années que je suis le centre de formation, qu'on a trouvé des bons défenseurs, des gardiens de but, des milieux de terrain, beaucoup peuvent passer le cap, et je trouve que dans le secteur offensif, l'attaquant, l'avancement, ce qui est dur, peut-être le poste le plus dur au football, on a du mal à trouver, et pas qu'en termes de stats, parce qu'on a eu un jeune à une époque qui s'appelait Bilal Omrani, qui était en U17, qui claquait plus de 40 buts, mais qui après n'a pas passé ce cap-là, et qui n'a pas réussi après vraiment à s'installer en équipe. Et pourtant, tu vois, les tableaux ils sont bien faits au fossé, parce que c'est la seule catégorie où on aperçoit des joueurs de 2000 par rapport aux 3 catégories d'avant. Donc on voit qu'on essaye. Voilà, mais je me dis, est-ce que c'est quelque chose différent, les attaquants par rapport aux autres joueurs de l'effectif? Est-ce que c'est beaucoup plus difficile de trouver vraiment est-ce que l'espoir c'est pas Sarri aussi tout mais simplement? Ce qui est important, ce qui est important pour les attaquants, c'est faut savoir que pour trouver cet attaquant déjà qui soit même très jeune, il faut avoir une cellule de recrutement. D'accord. Chose qu'on n'a pas déjà. Comparé à d'autres centres de formation, tu veux dire qu'il y en a dans d'autres clubs de cellules spécifiques, tu veux dire? Oui, par rapport au profil qu'on décide d'avoir. Aujourd'hui, si c'est pour prendre des attaquants qui font tous 1m10, je vois pas l'intérêt. Il y a des profils qui sont hyper importants quand on est attaquant. Bien sûr. Quand on en veut un, quand on en trouve un, il y a un peu tout le monde qui en aussi. Forcément, quand on l'a vu, on est le 5e ou 6e club à l'avoir vu. Et quand on veut le faire venir, la première des choses qu'il faut avoir, c'est un chéquier. Ah oui, parce qu'un Jérémy Boga, par exemple, ton raisonnement, Jérémy Boga, vu son année de naissance, pourrait figurer là-dedans. Et si je te mets Jérémy Boga là-dedans, tiens, ça n'a plus du tout la même gueule. Mais maintenant, on bosse là-dessus, puisque Jean-Luc a. C'est aussi un travail c'est un travail, mais la formation, même si c'est pas des choses qui se font en 2 ans. C'est des cycles de 5 ans. Donc cette année, il y a des gamins qui existent, qui sont encore un peu plus jeunes, qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu pour diverses raisons. Mais on a 1 ou 2 profils qui vont être intéressants pour l'avenir, avec comme nous on le souhaite, et comme beaucoup de clubs le souhaitent, mais ils sont chez nous déjà. Donc on va voir du coup l'équipe de cette année, et l'équipe, ce que pourrait être l'équipe de l'an prochain. Donc toujours pareil, avec les temps de jeu, on a fait l'équipe de cette saison, donc ceux qui ont le plus joué, grosso modo ça ressemble à ça. Et puis donc ce que pourrait être l'équipe, parce qu'on en a beaucoup parlé de ces éléments, ce que pourrait être l'équipe l'an prochain, vous allez la voir s'afficher, une équipe avec Chabrol en meneur de jeu, tiens, mais on a laissé Bituloma, pourquoi pas en défense centrale. Et puis est-ce que on va vous demander le 11 de la première journée du prochain championnat, évidemment, et ça pourrait ressembler à ça. On est dans le vrai? Non. Non, mais de toute manière, aujourd'hui. Personne là, de toute façon. Non, mais même moi, je l'ai pas aujourd'hui. Donc, tout va dépendre. Comment vont rentrer les enfants de vacances, dans quel état d'esprit ils vont être. Oui, on précise qu'il n'y a rien d'acquis, bien sûr. Il n'y a rien d'acté. C'est vrai que certains profils se dégagent à l'intérieur de cette équipe. Après, il y a des joueurs qui seront certainement plus au club l'année prochaine. Là, en l'occurrence, Flo et Bill, puisque c'est des professionnels, je ne sais pas quels seront leurs choix. Enfin, le club, quel choix va s'orienter sur eux. Après, il y a d'autres joueurs qui peuvent postuler, ça ne sera peut-être pas ce système-là. Je ne sais pas du tout. Ce qui est sûr, c'est qu'on a notre idée sur les joueurs qui vont composer l'équipe. Les joueurs plus seront forcément... ceux qui ont un temps d'avance seront forcément en avant, parce qu'ils auront besoin de jouer. Voilà. Eh bien, on verra. Du coup, on sera encore là pour suivre ça. On termine cette partie avec un petit atelier questions-réponses classique.
Que serait un talk show sans une fin avec des questions-réponses? On a pris l'habitude, on va continuer. Surtout, messieurs Kevin et Bastien, que vous en avez recueilli pas mal, des questions aussi pratiques. Je crois, par exemple, je vais te la piquer, tiens, pour commencer, Bastien. J'en avais une tout simplement sur le fonctionnement au quotidien, savoir un peu comment s'entraîner. Tu posais cette question avant de démarrer l'émission. Comment s'entraîner l'équipe? Donc, je vais vous la poser. Comment se passe une semaine d'entraînement? Qui s'entraîne avec qui? Comment ça se passe, tout simplement? Il va répondre pour la CFA 19, David. Voilà. La semaine s'organise de cette façon-là. Donc nous, en général, tous les lundis matins, Jean-Luc organise une réunion sur tous les retours de week-end. Et ensuite, la programmation de la semaine. L'après-midi, on s'entraîne à 18h. Ensuite, on s'entraîne le mardi 2 fois. On s'entraîne le matin à 10h, l'après-midi à 18h, le mercredi. Et donc les groupes, c'est les jeunes, c'est tous les jeunes de CFA et de 19 C'est les 19 ans et c'est un groupe de 19 ans et un groupe de CFA, sachant que le groupe de CFA est composé à peu près de 16. C'est les 16 joueurs que tu as pu voir toute la saison. Ouais, voilà, c'est interchangeable, c'est-à-dire que des fois avec Olivier Januzzi, toi ça t'arrive de dire lui fais-moi le monter et il va faire une semaine d'entraînement avec nous. On part du principe au départ où je te prends l'exemple de Sacha Marzovic qui est arrivé chez nous, lui s'est entraîné avec les 19 ans, Sarri s'est entraîné avec les 19 ans pendant un certain temps. Et quand Olivier estime que l'enfant n'a plus rien à faire en 19 ans, il bascule avec moi. Voilà, donc c'est un vrai échange en permanence sur les petits. Ensuite, on s'entraîne le mercredi matin, le jeudi matin, le vendredi matin et le vendredi matin. Après, c'est le match le samedi, tout en sachant qu'à l'intérieur, ils ont 3 séances de muscu avant les séances d'entraînement. Pour certains, c'est 2. Pour d'autres, c'est 3, en fonction des profils du poste. Voilà, donc on identifie nos joueurs plus. Voilà, si c'est le milieu de terrain n'aura pas la même, va avoir des besoins différents qu'un défenseur central. Voilà, donc en fait, on calque beaucoup sur le projet individuel du joueur. Donc on est beaucoup là-dessus. Parce que on sait qu'en CFA c'est difficile de préparer les matchs, donc en sachant que le samedi. Oui, parce qu'on rappelle aussi qu'il y a des redescentes du groupe pro, il y a des éléments. Le samedi, peut-être qu'à 14h, ce qu'on a mis en place pour le match à 18h, il vacille. Hein, donc on essaie de ne pas se projeter. La seule chose qu'on essaye, c'est au moins que nos joueurs plus. Et voilà. Jean-Luc, juste une question que beaucoup de supporters m'ont posée au fil de ces mois. On a beaucoup parlé à un moment donné, tu sais, de l'arrivée de par exemple Jean-Pierre Papin. Bon, c'est un fantasme pour entraîner, mettons, les jeunes attaquants. Tu vois, tu parlais des attaquants tout à l'heure. Je parle pas forcément de l'arrivée de Jean-Pierre Papin, mais ce type de fonctionnement-là, comment tu l'aurais appréhendé? Est-ce que d'abord tu aurais aimé qu'on vienne te voir avant? Je sais pas, comment tu aurais réagi toi, ça, Jean-Luc? Moi, j'ai aucune appréhension sur quoi que ce soit. Après Jean-Pierre, je le connais très bien, on était à Liène Vichy ensemble. Il m'a appelé pour me dire peut-être qu'il y avait une possibilité de venir à l'Olympique de Marseille. Mais après, ça, ce sont des choses que je ne maîtrise pas. Il y a un directeur sportif, il y a un président. La venue de Jean-Pierre Papin ne peut être que bénéfique pour le club. Voilà. Toi, au niveau pur travail pur pour les attaquants, tu aurais accepté largement, quoi. Quand vous voyez Papin, le nombre de buts qu'il a marqué à l'OM, le nombre de sélections, tout ce qu'il a fait, je pense qu'il peut être que de bons conseils pour les attaquants de l'Olympique de Marseille. Donc encore une fois, non, c'est des choses qui ne me gênent pas. Si ça va dans le bon sens, si c'est cohérent, et si surtout au niveau de la direction, au niveau des directeurs sportifs, surtout, voilà, est ok, il n'y a aucun problème. On est pour évoluer, il faut évoluer de toute façon. Et dernière question sur le travail, après je te laisse Kevin juste. Moi c'est pour rebondir après ce qu'il disait. On est sur le travail. Moi je suis très axé. Alors j'ai été un petit peu éducateur, mais à un petit niveau, sur l'intelligence de jeu. Et je sais qu'il y a certains centres de formation qui commencent à mettre ça en place. Est-ce que vous faites des ateliers ou des cours plutôt en salle de ce qu'on appelle, entre guillemets, vraiment le QI football, c'est-à-dire comment se déplacer en fonction d'un bloc, ou est-ce que vous faites ça que sur le terrain? Ou est-ce que vous allez mettre ça en place peut-être? Après je te laisse parler. Allez, vas-y. Bon, après une longue réflexion avec le directeur sportif, ça va faire quelques mois, ça va faire maintenant 5-6 mois. Il m'a demandé de mettre en place une méthodologie de travail, ce qui se fait à l'instar des clubs espagnols et peut-être de certains clubs comme il peut y avoir en Italie. Donc c'est vrai que... Pays-Bas aussi, ça se fait. Pays-Bas, tout à fait, ouais, parce que si on prend l'Espagne, par ça, c'est Pays-Bas quand même. Ça vient de la Hollande, ça vient de Cruyff, c'est quand même intéressant. Non, on va dire en général que sur la formation française, en règle générale, les coachs,
surtout sur la formation, sont des formateurs, un diplôme de formateur, et sont capables de mener des séances, sont capables à avoir, on va dire, des lignes directrices pour les gamins. Nous, au-delà de ces lignes directrices, on veut vraiment mettre en place un projet sportif avec une méthodologie de travail. Donc, ce qui veut dire méthodologie de travail, ça va être développement de joueurs, mais surtout, je pense que la vraie réflexion, c'est avoir des joueurs intelligents. Donc, des joueurs intelligents, ça va se faire par par pas mal d'exercices qui vont être en pratique, qu'on connaît, mais qui vont être, on va dire, un peu plus appuyés sur du doigt, on veut des joueurs réfléchis, intelligents. On va se servir un petit peu de tout ce qu'on a pu avoir à Marseille. Moi, je suis clair, j'en ai parlé aussi avec Andoni. Moi, quand j'ai vu Marcelo Bielsa s'entraîner pendant une année, que j'ai vu ses exercices comme il les faisait, et j'ai eu la chance aussi de pouvoir discuter avec lui et de me transmettre. Il m'a transmis à peu près tout ce qu'il a fait, tout son travail. On va puiser là-dedans, on va prendre, on va essayer de mettre ça par catégorie d'âge, par on va dire niveau de joueur, mais je pense qu'après le football c'est ça, c'est un petit peu essayer de prendre des idées novatrices de tous les côtés, et surtout dans ce contexte-là, avoir une ligne directrice. Maintenant, vous dire, et ça c'est clair, c'est pas moi qui le dis, c'est le directeur sportif, hein. Il dit, ici on ne va pas faire du Barça, ici on est l'Olympique de Marseille, vous avez une devise, et moi je ne suis pas venu pour faire ça. Jean-Luc qui est Marseillais, qui est formateur, essayez de mettre ça en place, on regardera, on fera évoluer les choses, mais surtout gardez votre identité. Donc quand je vois la venue d'Andoni et mise en avant, oui, on va avoir un style Barça, on a un style Olympique de Marseille, c'est toujours très bien sorti, on a gagné des Coupes d'Europe, on a gagné des titres. Je pense qu'encore une fois, le plus important dans tout ça, c'est la matière première, c'est le joueur. C'est se pencher sur les joueurs, avoir de bons joueurs. On est d'accord. Kevin. Ouais. Non, c'était pour rebondir sur une question qui était intéressante tout à l'heure et que David parlait en disant par rapport aux jeunes, les séances d'entraînement, qu'ils y allaient 3 fois par semaine à la musculation, tout ça. Quand on reprend le cas tout à l'heure de Christopher Occhia qui malheureusement a régulièrement été blessé cette saison, malgré les qualités, est-ce que vous avez beaucoup de préparateurs physiques? Est-ce qu'il y en a un qui est dédié à toute l'équipe au niveau amateur, ou est-ce que vous en avez plusieurs? Est-ce que vous faites du cas par cas avec certains jeunes, ce que tu disais tout à l'heure, mais quand un jeune est régulièrement blessé comme celui-ci, est-ce qu'il y a des méthodologies, des choses qui sont amenées pour éviter que le jeune ait du talent mais qui risque de disparaître si régulièrement il a des blessures et que malheureusement il ne puisse pas passer le cap? On a essayé d'identifier pourquoi déjà Christo se blessait tout le temps, hein. Alors le souci, c'est vrai que le terrain, on s'est posé la question à un moment donné parce qu'on s'entraîne sur du bitume, donc on s'est dit bon. Surtout sur un joueur qui est axé vitesse, c'est-à-dire qu'il y a une morphologie différente que... moi, quand je leur dis, je leur souhaite... je leur ai dit, hein, c'est un grand bravo, quoi, parce qu'ils ont tellement répondu par rapport à ce qu'on leur proposait en termes d'infrastructure. Mais on a essayé d'identifier pourquoi Christo se blessait. Alors, un coup, c'est la cuisse, un coup, c'est ci, un coup, c'est là. Mais bon, il faut savoir que Christo, c'est un joueur que quand il est sur le terrain, il réfléchit même pas, quoi. C'est un joueur qui donne tout. Il est vraiment dans l'esprit de ce qu'on peut attendre d'un joueur. Oui, on a un préparateur, hein. En l'occurrence c'était Christophe Manouvoyer qui s'est occupé de nous cette année, qui avait en charge toute la formation avec 2 autres personnes. Qui, on rappelle, était l'entraîneur préparateur physique de l'équipe première lors du titre en 2010. Donc ils sont 3 en tout avec 2 autres personnes sur le côté, Christophe Manouvoyer plus 2 autres personnes qui s'occupent des jeunes au quotidien. On a 3 personnes qui s'occupent des jeunes. Alors après sur la CFA, ou sur les 19+, on va dire, eux, c'est des groupes à part, quoi. Voilà. Ils ne sont pas avec les autres. Ils s'entraînent le matin très tôt. Oui. Voilà, pour pouvoir avoir accès à tout et pouvoir être un maximum avec eux, leur donner un maximum d'informations sur le travail qu'ils ont à faire, quoi. Voilà, la formation, c'est un accompagnement, hein, qu'il soit éducatif, sportif ou éducatif social. Bien sûr. C'est un accompagnement, quoi. On doit les éduquer à jouer, on doit les éduquer dans la vie de tout court. Parce que bon, certains, c'est pas facile. On est d'accord. Voilà, ça ne s'arrête pas qu'à ça, c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Certains vont déclencher des leviers plus vite en termes d'éducation sportive et d'autres un peu plus tard, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus long, mais il y a un travail fourni avec les docteurs, notamment pour Roca. Voilà, pourquoi et comment. Voilà. Maintenant, comme on dit, il a mangé son pain noir. J'espère que ça sera mieux pour l'année prochaine. On l'espère tous parce que c'est, à défaut d'être un très bon joueur, c'est un très bon gamin, quoi, en plus. Donc, voilà. Merci. Super. Vas-y. Moi, c'est la question par rapport à l'équipe pro.
l'équipe, on va dire, dirigeante, encadrante pro. Tu disais tout à l'heure, Jean-Luc, tu avais beaucoup de relations avec Andoni, c'est rassurant. Bon, je te rassure, nous aussi, les échos qu'on a sur Zoubi sont très positifs. On le voit sur les terrains, que ce soit des féminines, des U13, et le lendemain, ils viennent voir les 19 et les pros. Oui, voilà, voir sur les terrains, on en a vu aussi qui venaient au match, mais bon, ils étaient sur leur téléphone ou autre. Après, sur le terrain, c'est une chose. En dehors du terrain, avec des papiers de partout et son ordinateur en train de bosser, je me fais pas de soucis sur Andoni. C'est plutôt sur, on va dire, Rudy Garcia. Je sais qu'il envoie beaucoup ses adjoints voir les matchs, notamment 17-19. Ma question est simple, quels sont vos échanges? Et là, il va y avoir une préparation d'avant-saison où il y a beaucoup d'internationaux qui vont venir en décalé. On sait que c'est souvent là que certains jeunes sont incorporés dans les stages. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes amené à conseiller, dire tel jeune, Rudy, tu devrais l'emmener en stage, je pense que ça lui ferait du bien Ouais, moi je pense que le lien lié, les ponts sont créés. Claude Fichot, qui s'occupe vraiment de la relation avec le centre de formation, est très présent. Il est en relation, on va dire, pas quotidienne, mais 3-4 fois par semaine. David est en contact, il sait tout ce qui se passe, il vient voir les matchs, il se les regarde en vidéo. Et à partir de ce moment-là, il a son point de vue. Donc quand David, à un moment donné, va dire tiens, tel ou tel joueur progresse, tel ou tel joueur stagne, nous on donne notre avis. Mais immédiatement, lui, il a ses retours, que ce soit par vidéo ou par lui-même. Je dis non, de ce côté-là, c'est un gros plus. Et encore une fois, il va y avoir un stage de début de saison. Il nous a fait confiance, il a vu David, on a discuté dernièrement ensemble. Vous en avez parlé donc? Ouais, pour savoir les joueurs peut-être les plus près qui pouvaient partir avec eux. Donc voilà, nous, ça a été dit, c'est très ouvert. De ce côté-là, c'est très très ouvert. Donc ça y est, on est déjà dans les joueurs qui vont peut-être partir. Stage, on sait que la reprise sera fixée au 26 juin. On peut avoir un ordre pas des noms évidemment, mais un ordre de nombre. Vous en avez proposé 3-4 à peu près qui seraient prêts potentiellement à faire le stage avec les pros? Tout dépend de leurs besoins. On est capable de leur en donner 4, 5, 2, 3. C'est ceux qui maîtrisent tout ça. Tout dépendra du mercato, c'est sûr que l'équipe 1 va faire et les jeunes par la suite pourront être incorporés ou pas. Ça, progressivement, c'est toujours pareil. On sait comment, entre les stages, les différents stages de programmer, il y a des jeunes qui regagnent ensuite les équipes de jeunes, ce qui est tout à fait normal. On ne va pas non plus s'entraîner à 40 en ce qui concerne le groupe pro. Cette émission touche à sa fin. Merci messieurs pour vos questions. Merci pour votre disponibilité. On se retrouvera la saison prochaine pour une deuxième saison de réservoir où on suivra un peu match après match cette équipe de CFA et on le rappellera jamais assez, voilà, qu'on est dans une logique plus de laboratoire, donc d'expérimentation, de voir un peu les postes, les positions, plus de classement à proprement parler, mais ça n'empêche pas, comme cette année, de voir des parties satisfaisantes et on vous encouragera jamais assez à aller au stade pour voir cette équipe. Alors certes, c'est à Carnoux, ça sera encore à Carnoux ça pour une année, il n'y a pas de stade de l'Or, tout ça c'est impossible. Ça sera encore à Carnoux, mais... Ouais, Cassis pas loin pour les gens qui... Comme ça, si jamais ils veulent faire une crochet après les matchs, ils sont à 18h, si tout va bien, à 20h15 tu peux être à Cassis. Bon allez. Voilà, c'est des petits... On va monter un tour opérateur avec monsieur qu'il vous faudra des packages match plus après match. Ça le regarde. En tout cas, merci d'être venu. Et puis donc, on suivra d'autant plus la formation vu ce nouveau virage et ce nouvel engouement qui suscite à l'Olympique de Marseille. Salut à tous.